Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission En quête de sens sur les ondes de RPH. Cette émission est diffusée aujourd'hui dimanche 12 mars et sera rediffusée ce samedi 18 mars à 17 heures. Aujourd'hui, je reçois Julien Perron et j'en suis très heureuse. Bonjour Julien. Bonjour Valérie, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Tu fais partie des personnes qui ont décidé de prendre leur vie en main dans l'amour, la joie et le partage. Et aujourd'hui, nous allons voyager au fil de celle-ci. Pour commencer, nous allons aborder ta petite enfance, si tu le veux bien. Avec plaisir. La première fois que je t'ai vu dans une vidéo sur la toile internet, il y a plus d'1 an, tu te décrivais comme un enfant différent. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que cela veut dire ? Disons qu'on m'a étiqueté enfant différent. Moi, je ne me considérais pas forcément comme un enfant différent, mais c'est par la suite, à partir du moment où on a posé un diagnostic et on m'a dit Julien, tu es dyslexique, déjà, j'étais un enfant différent. Après, bon, j'ai pas attendu non plus le diagnostic pour voir que j'étais un petit peu différent parce que, alors je crois que c'est dysorthographique aussi, parce que moi, je faisais partie des élèves qui faisaient plus 40, enfin moins 40 fautes, tu vois, d'orthographe. Et donc, du coup, dans une classe qui était plutôt studieuse et qui avait des bonnes notes, déjà, je me différenciais aussi par là. Et puis, je faisais des câlins aux arbres dans la cour. Donc, forcément, oui, ça prête à curiosité. Et du coup, les autres enfants réagissaient comment finalement Très bien. Très bien. Ouais, ouais, très très bien. Bon, après, je me mêlais aussi à tout le monde, hein. J'étais plutôt un enfant qui avait envie de s'amuser. Donc, on jouait à la balle aux prisonniers, on jouait aux billes, on faisait beaucoup de choses. Mais parfois, je me sentais, oui, attiré par les arbres. Et puis, j'étais bien. Je restais soit le dos contre un arbre, soit je mettais ma joue comme ça contre l'arbre. Et ça me faisait du bien. Enfin, je me sentais bien, ouais. Et tu n'étais pas mis à l'écart par les autres enfants. Il n'y avait pas Non. un regard Il n'y avait pas un qui regard jugeait. des enfants qui était différent. Je l'ai plus ressenti dans les études, donc vraiment dans le cursus scolaire où il y avait déjà le système de notation, etc. Là, je sentais bien quand même qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond, et en tout cas que je réfléchissais pas de la même façon, parce que j'apportais des idées qui étaient différentes de ce qu'on nous imposait. Enfin, moi, je le ressentais comme ça. Et quand je le disais au prof, on me disait: «Ah non, non, Julien, c'est pas comme ça, c'est comme ça.» Donc, La norme, c'est comme ça. voilà, exactement. On m'a jamais dit: «Mais si, effectivement, on pourrait voir les choses de cette façon.» Non, on m'a toujours dit: «Non, non, voilà, c'est comme ça.» Donc le sentiment de rentrer tout de suite déjà dans une boîte ou dans un moule. Pour nous situer, tu as grandi où? Dans quelle région de France ou d'ailleurs? Ouais, j'ai grandi à Paris. Je suis parisien d'origine. Depuis bientôt 4 ans, je suis à Montpellier. Et j'ai grandi dans un quartier très chouette qui s'appelle l'avenue Montaigne. C'est dans le 8e arrondissement de Paris, qui est une avenue qui est réputée pour avoir les plus grands couturiers, mais aussi les plus belles boutiques qu'on peut trouver sur Paris. Et ma mère était gardienne d'immeuble au 34 avenue Montaigne, précisément. Et comme je te le disais en off, maintenant notre loge est devenue une boutique de vêtements, donc c'est très étonnant d'y retourner, de voir ça. Et donc voilà, on était gardien d'immeuble pendant une vingtaine d'années. Est-ce que tu sens l'influence de l'esthétique parce que vivre dans une rue comme ça où on est dans la haute couture, hein, c'est bien ça, je Ouais. crois. Mhm. Du coup, on est quand même, on passe devant ces vitrines chaque jour. Est-ce que tu sens que tu as été sensibilisé à cette esthétique, à la création Est-ce que tu penses que ça a un impact sur toi? Peut-être, hein, parce qu'on est quand même la résultante de notre histoire, donc j'imagine, c'est possible, j'y avais jamais réfléchi avant. Moi, ce qui m'a plus interloqué, c'est le fait que dans notre immeuble, il y avait que des milliardaires. Et donc, moi, mes potes dans l'immeuble, c'était des enfants de milliardaires. Donc, du coup, j'étais très souvent avec eux, je participais à des choses avec eux. Et donc, j'ai plus évolué là-dedans, en tout cas au sein de notre immeuble, plutôt que de me dire, tiens, la couture, c'est sympa, est-ce que je vais en faire un métier, est-ce que c'est quelque chose qui m'inspire, quoi. Moi, c'est plutôt ça que j'ai retenu de mon enfance dans ce quartier. Et pour revenir donc à la scolarité, à ta scolarité, donc je sais que c'est un sujet qui te touche aujourd'hui très Mm. fortement, mais on en parlera plus tard. Qu'est-ce que tu gardes de cette scolarité, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au primaire? On va
voir ça pour l'instant? Ce que je regarde, bah, je rattache au fil de ce que je t'ai expliqué en amont, des difficultés à essayer de m'intégrer et à rentrer dans le moule. J'avais beaucoup de difficultés, je voulais pas rentrer dans le moule justement et au final, je me suis aperçu que si je voulais vivre bien les choses, il fallait que je rentre dans le moule et que je fasse un petit peu comme tout le monde quoi, en gros, quoi. Et c'est ça qui a été peut-être le plus compliqué. Et c'est le petit enfant qui parle là ou c'est Oui. l'adulte? Non, c'est le petit C'est enfant. vraiment le petit Ouais, enfant. ouais, parce que c'est vraiment des phases que je peux pas recommander et souhaiter aux enfants d'aujourd'hui. C'est vraiment pas marrant de se sentir différent, de se sentir parfois même isolé. Et donc du coup, peut-être que j'ai eu l'intelligence de me dire, bon, bah, si je veux vivre bien les choses, il faut que je fasse un peu comme tout le monde et que je rentre dans le moule. Donc tu étais conscient. Tu étais Oui, conscient de cette différence. ouais, Et du coup, tu as pris conscience aussi qu'il fallait peut-être faire quelque chose, il fallait s'arranger ouais, c'est ça. pour pouvoir rentrer dans le moule et être Ouais, accepté. En fait, ouais, c'est ça, c'est pour être accepté finalement? Ou s'en peut-être. sortir? Pour bien Parce le que vivre. l'analyse est si fine Ouais, à c'est cet vrai. âge-là. Non, mais en tout cas pour bien le vivre. Tu vois, pour vraiment avoir un sentiment de pas de malaise et pas de tristesse, mais plutôt de joie et de bonheur. Donc c'était plus dans ce sens-là. Donc tu en gardes quand même, malgré cette difficulté-là, le Ouais. petit enfant que tu étais, lui, il était plutôt heureux. Ah oui, plutôt joyeux, la tête dans les étoiles, hein, d'ailleurs, on voit souvent dans mes bulletins de notes, souvent en train de regarder la fenêtre et en train d'imaginer beaucoup de choses créatives, très créatif dès le départ. Donc, pour mettre à bien ma créativité, quand j'étais donc plus petit, je prenais le temps de dessiner. Et c'était des nuits, parce que c'était vraiment des nuits, donc je passais toute une nuit à dessiner. Et c'était des moments privilégiés. Euh, la loge dans laquelle on vivait, elle était toute petite. Ça devait faire 40 mètres carrés. Et on était quatre à l'intérieur, sans cloison. C'est-à-dire qu'il y avait pas, j'avais pas de chambre. On vivait tous quelque part un peu dans la même pièce. Et ces moments où je me mettais à dessiner, j'étais seul avec ma petite lampe de chevet et tout le monde dormait dans un petit coin. Mais enfin, je regarde vraiment très bons souvenirs. Ça, j'avais l'impression que le temps s'arrêtait et que c'était une forme de méditation en réalité quand j'y pense maintenant. C'était ouais, tout s'arrêtait autour de moi. J'étais qu'avec mon dessin, puis de le voir se construire, c'était quelque chose de très fort. Mm. Ça me fait penser au bison, là, tout de Ah, suite. Je ne sais ok. pas si tu as vu ce film, c'est un chouette, Non. chouette film. Et du coup, c'est une gardienne de loge. Et Ok. effectivement, c'est open space. Ouais. Voilà. Et effectivement, les enfants s'approprient des espaces comme ça. Et on voit aussi les nuits avec la petite lumière et Ouais. l'espace privé Ah, génial. recherché. Ah, faut que je regarde. Très, très chouette film avec une belle philosophie. Du coup, donc, maternelle, primaire, donc ça se passe comme tu nous l'as décrit. Et quand tu rentres au collège et au lycée, c'est plus compliqué. Alors, C'est comment? je rentre pas tout de suite au collège. C'est-à-dire que je redouble mon CM2 pour la bonne raison que la maîtresse de l'époque me passe un coup de fil et me dit, Julien, si tu veux, tu peux passer, tu peux aller au collège. Mon point de vue, c'est que je pense que tu n'es pas prêt pour aller au collège parce que tu es trop petit en taille. Oui. Et donc je dis, ah bon, mais pourquoi? Elle fait, bah tu sais, au collège, ils vont être plus grands que toi, ça va être compliqué. Et puis en gros, moi je l'ai écouté, et je me suis dit, bon, bah je vais l'écouter, et puis je vais redoubler mon CM2. Et donc du coup, bah, j'y suis allé après. Le collège, ça a été très bonnes années. C'était des années où j'ai fait quand même pas mal de bêtises. J'étais, En cours? ouais, en cours, ouais, enfin des bêtises entre guillemets, hein, qu'on se comprenne bien. J'étais pas vraiment un enfant turbulent, euh, mais je crois que, tu sais, on a détecté 8 intelligences, et moi je pense que je dois avoir une intelligence relationnelle. Et donc du coup, pour faire mes exercices, quand j'étais en cours, j'avais besoin de discuter avec les gens. J'avais du mal à rester assis à écouter quelqu'un. Alors soit je discutais avec mes amis, soit je regardais la fenêtre, mais c'était voilà. Et donc du coup, bon bah il m'arrivait parfois que les profs me disent Julien, merci de sortir de la classe parce que tu parles trop. Et puis j'avais ce côté un petit peu clownesque. J'aimais bien faire rire les gens autour de moi. Et à un moment, je suis monté sur un lavabo et puis le lavabo il a pété. Et donc du coup, il y a des geysers d'eau partout et bon, bref, enfin, c'était un grand n'importe quoi. Tu as été voir le CPE, enfin le surveillant général, on Voilà, c'est ça disait exactement. Ouais.
Voilà. Du coup, tu es au collège, tu es rentré au collège, tu suis tant bien que mal ton cursus scolaire, tu vas Voilà, jusqu'en jusqu'au bac. troisième, Oui, enfin oui, ensuite tu vas au lycée, tu c'est rentres ça, en seconde, exactement. première. Voilà. Alors, petite parenthèse, je fais une seconde aussi en 2 ans, qu'on me recommande. Donc, je suis les recommandations de l'époque. Il s'avère que je tombe dans une classe de turbulents. Donc, mais on passe 2 années incroyables. Enfin, je crois que c'est vraiment 2 années où j'ai vraiment bien rigolé. On s'est bien amusé. Et puis, par la suite, bah, effectivement, je rentre au lycée. Et donc là, l'idée, c'était de choisir une orientation. Et moi, j'ai fait STL, c'est Sciences Techniques Laboratoires. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait de rentrer au cœur de l'être humain. Donc, de rentrer vraiment au cœur des cellules et d'étudier tout ce qui s'y passait à l'intérieur, les réactions chimiques, biochimiques, etc. Donc ça a été passionnant, vraiment. Je me suis intéressé de tout ça. J'étais très bon en manipulation dans les labos. Et puis pour tout le reste, qui était un petit peu trop, une fois plus, dirigé et très strict, je l'étais un petit peu moins. Bon, j'ai passé 2 fois mon bac que j'ai pas eu. Le deuxième, je crois que j'avais 9,75 et comme Pas grand-chose. j'avais un dossier qui n'était pas vraiment positif, du coup on me l'a pas donné au rattrapage. Et puis voilà. D'accord. On va écouter ton premier morceau de musique, un Oui, morceau de musique que tu as choisi. Le titre, c'est Sur la même longueur d'onde et c'est HK et les saltimbanques. exactement. C'est des paroles qui me parlent beaucoup, quoi. Hmm, Bon. Après, moi je dis très souvent, t'arrêtes n'importe qui dans la rue, tu prends le temps de t'intéresser à sa vie, tu lui poses toutes les questions. On a tous des histoires de dingue, exact. tous. Et bon, moi, ces paroles me parlent peut-être plus que d'autres, quoi. Mais je pense que ça doit résonner aussi sur beaucoup, beaucoup de gens, quoi. C'est peut-être que la difficulté pour beaucoup, c'est à un moment donné de sortir des sentiers battus, en gros du conditionnement qu'on a depuis l'éducation, et de se mettre vraiment dans quelque chose qui résonne à 400% avec ce qu'ils sont, quoi. Et généralement, dès qu'on est sur cette voie, après, il y a tout qui s'ouvre et il y a tout qui est fluide et c'est parfait. Donc, d'où l'idée de l'éducation et de lancer les enfants, enfin d'accompagner les enfants au mieux pour qu'ils puissent vraiment se découvrir vraiment leurs qualités, les dons qu'ils ont. Parce que je pars du principe qu'on a tous des excellences en nous qu'on peut mettre à contribution pour le bien commun. Et si on peut les accompagner dans ce sens-là, après, enfin, on change la planète, quoi, en gros, quoi. On a des individus qui font des choses qui les animent et qui participent à quelque chose de positif pour la planète. Tu viens de nous raconter sur ta petite enfance ton parcours scolaire. Et ce parcours scolaire, donc, il y a eu une pause. Tu as passé, donc, comme tu nous le disais, donc 2 fois ton bac, Oui, c'est ça. que tu as eu, Non, que tu n'as pas eu. Ça n'est pas une tare. non, surtout pas. Nous sommes pas mal comme ça. Et du coup, donc, tu t'arrêtes? Qu'est-ce que tu fais? Oui, en gros, je décide de faire un break et en partant de l'idée, peut-être que je suis pas fait pour les études, ou peut-être que les études ne sont pas faites pour moi. Du coup, je vais partir à la découverte du monde professionnel. Et j'ai fait plein de petits boulots. J'étais facteur, serveur, agent de sécurité, j'ai gardé aussi des guérites, enfin j'ai fait plein de petits jobs comme ça. Ce que j'ai retenu de cette période, c'est que le métier de facteur, c'était chouette. C'était vraiment une très belle expérience, de par les gens avec qui je bossais en interne, mais aussi le contact que je pouvais avoir avec le public, quoi, finalement, quand je leur donnais leur courrier. C'est très, très sympa. On sent qu'on est attendu et qui sont contents en gros, qu'on arrive. Donc c'était assez sympa comme expérience. Puis après, donc 1 an et demi après, je me suis dit, on est quand même dans une société où visiblement il faut des diplômes. Donc je vais essayer de passer un diplôme. Et j'ai fait un BTS en alternance, un BTS Action commerciale. Tu peux passer ton BTS à ce moment-là sans le bac? Exactement, ouais. C'est les possibilités qu'on avait à l'époque. Je pense que c'est toujours d'actualité. Quand tu n'as pas le bac, tu as la possibilité de faire un BTS en alternance, donc sans diplôme. Voilà. Bon, après, il s'est avéré que pendant ces 2 années, j'ai pas vraiment eu le temps de suivre ces études, donc j'ai pas eu mon BTS non plus. Et puis, quand tu fais donc ce BTS en alternance, tu es dans une entreprise, donc c'est entre entreprise et aussi à l'école, et c'est avéré que le patron de l'époque était très content de mon boulot. J'avais déjà augmenté, je crois, de 40% le chiffre d'affaires de la société en à peine 2 ans, alors que j'étais pas là tous les jours, parce que j'étais en alternance. Et on peut dire que ce BTS, c'est Action Co.
ActionCo, Parce ouais. que je t'entends parler de, Ouais, c'est ça, action de chiffre commerciale. d'affaires Ouais, et de c'est ça. rentabilité. Donc, c'est ActionCo. Voilà. Et donc, c'était un métier que je découvrais, hein, évidemment. J'étais jeune, c'était mon premier métier quasiment où il y avait peut-être la possibilité derrière de rester. Et je découvrais un métier qui était chef de publicité. Donc, en gros, je vendais des espaces publicitaires pour différents magazines. Et donc, comme je te le disais, au bout de 2 ans, le chiffre d'affaires était très bon. Je voyais que mon patron était très content, qu'on agrandissait les bureaux, etc. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de rester? Moi, j'étais dans une situation qui était très délicate à l'époque. Je sortais d'une période où j'ai été SDF quasiment pendant 6 mois. J'ai accepté volontiers. J'ai dit, bah oui, ça m'arrange bien. Donc, je vais rester. Et puis après, la vie fait que tout s'est enchaîné. J'ai trouvé une petite chambre de bonne. J'ai pu me caser. Et puis, du coup, après, je suis resté 6 ans dans cette société. J'ai été donc chef de pub. Après, j'ai été responsable commercial marketing. Après, des ressources humaines. Et enfin, au bout de 6 ans, je lui ai dit, bah, il serait temps que je quitte la société. J'ai plein d'idées, j'ai des choses à mettre en place pour le monde. Voilà, est-ce qu'on peut s'arranger? Et à l'époque, on lançait un contrat de cession, enfin pas un contrat, mais un dispositif qui permettait de bien se quitter entre patrons, c'est-à-dire que lui avait la possibilité d'embaucher facilement derrière. Rupture conventionnelle. Et exactement, voilà, c'était les tout débuts de la rupture conventionnelle. Donc c'était arrangeant pour tout le monde. Donc, tu es resté 6 ans donc, chez cet employeur. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il se passe? Parce que là, tu nous dis, oui, bon, au bout de 6 ans, il y a quoi? Un déclic? Oui, ah oui, oui. Même au bout de 2 ans. En bout de 2 ans, j'avais fait le tour du métier. Donc c'est pour ça après que j'ai été dans les ressources humaines, etc. J'avais fait le tour du métier et il s'est avéré que j'avais quasiment 70% de temps pour moi dans ce travail. En tout cas, je m'en suis aperçu. Et là, je me suis dit, non, il faut que je profite de ça pour réfléchir à quelque chose et partir dans de bonnes conditions. Donc pendant cette période-là, donc qui a duré quasiment 4 ans, j'ai réfléchi. J'avais des petites idées, et puis on m'avait parlé d'un bilan de compétences, que ça pouvait être une opportunité, que ça pouvait m'amener vers d'autres réflexions. Donc j'ai fait ce fameux bilan de compétences, En même temps que tu travaillais en même temps que je encore travaillais, dans la tout à fait, ouais. boîte, d'accord. Et puis bah, je suis tombé sur un mec exceptionnel, avec qui le courant est vraiment très très bien passé, parce que c'est une histoire d'homme, hein, les bilans de compétences, c'est pas vraiment de la technique. Je confirme. C'est vraiment des histoires humaines. Et là, je crois que le gars a su déceler qui j'étais et m'a amené progressivement vers des réflexions peut-être que j'avais pas. Et à un moment donné, un matin, je me suis réveillé avec une idée de voyage qui était ma forme de voyage depuis tout petit. En gros, moi, j'aime bien sortir des sentiers battus, être en contact avec les gens, faire de la méditation, du yoga, apprendre l'aspect culinaire d'un pays. Enfin voilà, je voyageais de manière différente à l'époque de ce qu'on voyait dans le monde du tourisme. Et il me dit, bah, écoute, Julien, ça tombe bien, parce que mon frère, il est directeur d'une agence de voyage depuis 5 ans. Moi, je pense que tu tiens une très bonne idée. Je te donne son numéro, prends rendez-vous avec lui et parle-lui de ton projet. Je dis, bah, tiens, ça tombe bien. Donc j'ai pris rendez-vous et quand je lui ai parlé de mon projet, j'ai vu des dollars briller dans ses yeux et je me suis dit, tiens, je tiens quelque chose de bon. Voilà, puis après les choses se sont enchaînées. J'ai fait une étude de marché pour voir si je pouvais vraiment me positionner sur un marché qui est quand même ultra concurrentiel, hein. Le monde du tourisme, c'est gigantesque. Qu'il l'était déjà à l'époque quand Ah tu t'y es oui, mis? bien sûr, oui. Et donc, ce qu'il en est ressorti, c'est que l'axe dans lequel moi je voulais rentrer n'existait pas. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, on ne parlait pas de voyage éco-responsable, ni de voyage bien-être. On parlait dans le monde du bien-être de thalassothérapie, mais c'est tout. Mm. Et je me suis dit, bon, bah, c'est parfait, quoi. Ça y est, je peux mettre en place le projet. Donc, premier site internet, on lance le bébé. Et donc, j'étais toujours salarié dans la société. Et donc, un écho incroyable en l'espace de 6 mois, plein de journalistes qui nous contactent, de radio, etc., qui nous disent, tiens, c'est super ce que vous faites. Nanana. Donc, ça propulse davantage notre site internet. On commence à avoir de plus en plus de visites, des demandes, etc. Et puis voilà, au bout d'un moment, je sens la chose, je me dis, bon, bah là, il est temps pour moi de quitter la société si je veux que cette société se développe, parce que je pars du principe qu'à partir du moment où tu fais le grand écart entre deux activités, tu peux pas te mettre du coup à plein temps sur une activité, ça peut pas fonctionner, quoi. Donc j'ai pris ce risque-là parce que c'est un vrai risque. Tu peux demander à tous les auto-entrepreneurs, à tous les chefs d'entreprise qui ont créé leur boîte à un moment donné, dans notre société, tu as le sentiment de faire un pas de géant, quoi, que tu prends beaucoup, beaucoup de Beaucoup risques de en risques. gros. Ta famille proche te le dit, tes amis proches te le disent, enfin, il n'y a rien qui t'encourage en gros à le faire. Et moi, j'ai écouté mon intuition, l'intuition que j'écoute depuis que je suis tout petit. Et je me suis dit, non, je tiens quelque chose, ça fonctionne.
Donc j'y vais, je me jette, quoi. Et le nom de cette boîte que tu as C'est montée? Néhorizon Travel. Alors l'originalité en plus de l'époque, c'est qu'on crée deux choses, c'est-à-dire on a créé un marché, donc le marché du tourisme éco-responsable, et on a créé un modèle économique. C'est-à-dire que Néhorizon Travel, c'est pas une agence de voyage, c'est un réseau qui regroupe des agences de voyage et des hébergements qui sont engagés sur le bien-être et sur l'éco-responsabilité. Et ça, c'est super parce que ça veut dire que du coup, en amont, il y a un travail, tu dois aller dans les pays. Exactement. C'est fabuleux. Voilà, c'était toute la partie. Joindre l'utile à l'agréable. Mais c'était l'un de mes objectifs premiers en me disant qu'il était hors de question de travailler dans une boîte la queue entre les jambes jusqu'à mes 60 ans si je voulais espérer avoir une retraite. Mais le postulat, c'était de me dire, je vais créer ma propre richesse. Je ne parle pas de monnaie, hein, mais ma propre richesse pour m'éclater. Et donc, j'ai déterminé mes besoins. Je me suis dit, qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? Quelles sont mes qualités et comment je peux mettre tout ça à contribution pour le bien commun? Cette personne qui t'a aidé sur ton bilan de compétences, justement, elle avait des outils comme ça qui te permettaient Oui, il y avait d'aller des dans outils ce comme sens? ça, oui. Alors, c'est pareil, je pense que la résultante de ce qu'on est aujourd'hui, c'est l'histoire de notre vie, c'est tout ce qu'on a vécu. Le bilan de compétences, ça fait partie de ces petits déclics. Pour ce qui me concerne, j'ai été animé de beaucoup de lectures quand j'étais plus jeune parce que je n'avais pas les réponses à l'école. Et donc, soit je les avais dans la vie, parce que j'étais souvent dehors. Je faisais beaucoup de skateboard aussi, j'en ai fait pendant 14 ans. Et donc, j'étais souvent à l'extérieur avec mon skate. On apprend beaucoup de choses dans la rue. Et puis, à travers les lectures, donc j'ai commencé à l'époque, il y avait déjà, je crois, les 4 accords Toltec, il y avait Le moine qui vendit sa Ferrari, il y avait La prophétie des Andes. Ça a été des bouquins qui m'ont vraiment inspiré en me disant, bah, tiens, ça m'a conforté dans ce que je pensais, dans une autre forme de réalité qu'on essayait de nous imposer depuis ma tendre enfance. Très bien. Puis finalement, en même temps que Néo Horizon, il y a Néo Bien-être. Voilà. Je quitte la société, je me mets à plein temps sur Néhorizon. On galère un petit peu quand même. Je dis on parce qu'on était deux à l'époque, on était deux associés. Donc cette fameuse personne qui avait déjà une agence de voyage? Pas du tout, non, Pas non, du tout. non, non. L'originalité, c'est que je l'ai créé avec ma collègue de travail à l'époque, Dans la dans boîte. la société dans laquelle j'étais, D'accord. qui elle est restée après dans la société. Après, moi, j'ai développé le bébé. Et donc, ça a mis 2 ans avant vraiment que ça fonctionne bien et qu'on puisse au moins se tirer un salaire. Et puis bah, après, les choses se sont enchaînées très vite. Il y a une pépinière d'entreprise qui s'est ouverte à Paris, qui s'appelle la Pépinière 27, qui est une très belle pépinière, un peu à l'image de Google, donc c'était très dynamisant. Ils ont accepté notre dossier et de là, on est passé, on s'est retrouvé à 6 très rapidement à travailler sur Néhorizon. Et donc, plus tu es nombreux et plus tu as de personnes qui sont animées de la même volonté, avec des esprits différents et avec une complémentarité, plus les choses avancent de mieux en mieux. Et puis après, on a eu un deuxième bureau sur Paris. Et puis après, on a quitté Paris parce que j'en avais marre de Paris. Ah, du coup, ça se passe quand Néo Bien-être? Oui, déjà. Ouais, Et puis ouais. donc, tu quittes Paris et puis Montpellier. Comment on Alors, fait pour choisir Montpellier ouais, comme j'ai sauté ça? une étape. Ouais. On est dans cette pépinière, on est 6. Néhorizon tourne depuis 4 ans de mémoire. Et on se retrouve avec un site internet où il y a des thérapeutes, des agences de voyage, des hébergements. Donc du coup, il y a une espèce de flou artistique qui se crée avec les internautes quand ils arrivent sur le site. On fait un brainstorming, on décide de garder Néhorizon Travel et on crée Néo Bien-être. Néo Bien-être qui est l'agence de communication dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. Très bien. Est-ce que tu pratiques toi-même une discipline quotidiennement? Oui, en parallèle du skateboard, comme je disais, j'en ai fait pendant 14 ans. Mon frère a eu la bonne idée de me dire un jour, Julien, tu devrais faire du kung-fu, je pense que ça te plairait. Et effectivement, j'en ai fait aussi pendant 14 ans, donc ça m'a plu. Et ça m'a même beaucoup plu parce que j'ai poussé les choses très très loin. J'ai été champion de France et d'Île-de-France. Donc je me suis passionné des arts énergétiques globalement, parce que le kung-fu c'est avant tout un art énergétique. Et ça m'a amené encore dans d'autres dimensions de mon corps, apprendre à connaître mon corps, et tout est lié, donc on travaillait le corps aussi et l'esprit. Et voilà, donc je me suis mis aussi progressivement à m'intéresser à la méditation. J'ai commencé jeune, hein, j'ai commencé à 12 ans, donc Oui. ça remonte. On va écouter un deuxième morceau de musique que tu as choisi. Oui, Toujours H, K et les Saltimbanques, Rallumeur d'étoiles.
Je sais que tes parents, quand même, Bah, ils ont une influence, ouais. ils étaient Bah ouais, là, ils ouais. t'ont Bah ouais. accompagné. Bah oui, parce que ma mère elle tirait les cartes, elle faisait des thèmes astrologiques, et donc du coup, il y avait quand même pas mal de ses copines et d'autres personnes qui passaient dans notre loge pour faire leurs thèmes astrologiques, tirer les cartes, etc. Donc moi, ça a quand même aussi aiguisé ma curiosité, cet aspect-là. Mon frangin, lui, est resté très cartésien par rapport à tout Mhm. ça, même s'il a de plus en plus, il s'y intéresse. Et donc ça, évidemment, ça m'a amené dans cette dimension. Et puis mon père, lui, a toute une carrière dans la restauration, mais de la restauration quand même plutôt avec du bon sens, si tu veux, quoi. Donc j'étais souvent aussi derrière les cuisines, parce on allait le voir aussi derrière les cuisines, et puis nous montrer un peu comment il bossait. Voilà, puis avoir un papa qui est dans la cuisine, tu peux être sûr aussi que tous les soirs tu manges très très bien. Mhm. Évidemment, il était créatif, donc voilà, ça m'a fait découvrir aussi un autre aspect très important pour nous, qui est l'aspect de l'alimentation, quoi, qui nous entretient au quotidien, qui nous donne l'énergie aussi au quotidien. Donc c'était Et le important, ouais. kung-fu, comment on Le dit? kung-fu, Kung-fu, ouais. voilà. Je sais, effectivement, j'ai un ami parisien, pareil. Ça l'a sorti de la rue, dans le sens Ah où ouais, il commençait à faire de sacrées bêtises. ah, mais ça m'étonne pas, ouais. Et du coup, ce maître Ah ouais. kung-fu l'a aidé. Ah ouais, ouais, moi je recommande à tous les parents de proposer à leurs enfants de tester un art martial. Peu importe ce que c'est, mais c'est une vraie école. C'est vraiment, et je m'en suis aperçu bien après, hein, mais ça m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont aidé après dans mon quotidien, hein, dans ma vie personnelle, Ouais, dans ma vie professionnelle. Enfin, c'est une école, vraiment. bien sûr. Mhm. Et tu parlais de ce rapport au corps, c'est-à-dire qu'on peut effectivement très facilement oublier de respirer, Ah oui. arriver à dissocier finalement la partie physique et intellectuelle, C'est ça. ou sensible. Et c'est vrai que le sport, en général, ou une discipline Voilà, physique, c'est ça. permet Ah bah, d'arriver à rassembler, ah bah complètement, mais c'est à complètement ça. Et tu rassembler, fais un geste juste. C'est vraiment ça. centrer. Ouais, c'est ça, se centrer, quoi. Et donc ça peut être tout, hein. Ça peut être la natation, ça peut être la marche à pied, le vélo, ce qu'on veut. Mais avoir une activité physique, c'est quand même vraiment important pour notre bien-être. Mm. Et ça nous permettrait aussi, selon l'étude que je mène depuis 3 ans autour du bonheur, de tendre vers le bonheur. Donc il y a des petits mécanismes comme ça à mettre en place qui sont du coup très très importants. Donc je disais l'alimentation, le sport, on parle beaucoup de méditation aussi. La Mhm. méditation, ça devrait être instruit dès notre plus jeune âge, quoi, dès l'école. Mhm. Puis on le voit, en plus, il y a déjà des tests, hein, dans des écoles, donc ça fonctionne, hein. Les enfants sont plus calmes, ils sont plus réceptifs, ils apprennent mieux. Donc, est-ce qu'on peut maintenant aborder la partie du festival, l'école de la vie, et puis peut-être tu pourrais nous raconter le pourquoi ce festival et Mhm. comment? Pourquoi le festival? Parce que, bah, comme je l'ai dit en préambule, j'ai eu une scolarité où j'ai vécu cette différence, parce que j'étais dyslexique, dysorthographique, etc. Et donc, comme ce chemin-là n'est quand même pas évident à vivre en tant qu'enfant, euh, et qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je me suis dit, il faut créer une école. Donc, il faut créer une école alternative pour les enfants, pour vraiment les accompagner au mieux, quoi. Sachant qu'on est plus quand même dans l'idée d'une école dite démocratique, avec pour objectif d'accompagner l'enfant en lui créant un environnement, mais surtout pas de l'imposer à se poser sur une chaise et à écouter quelqu'un, quoi. Donc il n'y a pas de supériorité hiérarchique, tout le monde est au même niveau, etc. Donc mon idée première, c'est donc de créer une école. Donc depuis 3 ans, on est dans cette dynamique. J'ai encore une dizaine de terrains à visiter là cette année justement par rapport à l'école. Et d'où est partie cette idée de projet d'école? C'est dans le cadre des séjours vélo, yoga et méditation qu'on organise aussi depuis 3 ans de mémoire. Je m'entraînais avant de faire un séjour et je me retrouve à la Grande Motte. Je pose mon vélo sur la plage, je regarde mon vélo et il n'y a aucun rapport, hein. Et je me dis, tiens, il faut créer une école. Donc je reprends mon vélo, je rentre au bureau, j'écris, je crois, pendant 2 heures le projet de l'école de la vie. Et puis je me dis, bon, bah ça y est, ça c'est fait, ça m'a l'air d'être bien propre. Je le publie et on va en parler, en gros. Et ça a eu un écho incroyable. Tu le publies sur quel média? Alors on le publie à travers notre site Néo Bien-être, notamment à travers aussi les réseaux sociaux. On envoie une newsletter, donc globalement on touche un peu plus de 130 000 personnes maintenant. Et donc ça a un impact considérable auquel je ne m'attendais pas. En l'espace de 4 mois, il me semble, on reçoit quasiment 600 emails de personnes qui ont envie de participer à l'école, qui nous remercient d'avoir ce projet, etc. Alors, génial, mais impossible de répondre convenablement à tout le monde. Donc je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire ce qu'on sait faire de mieux, on va fédérer les gens et on va créer du lien et on va se rassembler tous ensemble pour parler de tout ça. Donc on décide d'organiser un pique-nique géant.
avec pour postulat de départ, chacun ramène de quoi manger avec une nappe, etc. On se retrouve dans le Larzac. Et puis voilà, on passe 2 jours ensemble, ça va être très sympa. Bon, alors ces 2 jours se transforment en une À journée. Cantercel, À c'est un Cantercel, lieu qui est très très proche bien sûr. d'ici Ouais. et qui est magnifique avec un très très beau projet. Très très beau projet. Complètement, ouais. Et puis, enfin, ouais, le site, comme tu dis, il est très très beau. Donc, on se retrouve une journée sur place, et en réalité, ce pique-nique géant se transforme en festival. On a des conférenciers qui veulent intervenir, il y a des personnes qui nous contactent pour exposer sur le pique-nique, et donc, bah voilà, tout ça se transforme en festival. À l'issue de cette journée où une partie des personnes étaient restées sur place, donc avec la tente et tout, donc on avait passé aussi une nuit assez sympa. À l'issue de cette journée et de cette nuit, on se dit non, on ne peut pas rester là-dessus, ça a généré tellement de choses derrière. Alors, je dis très souvent, derrière cette journée, je crois qu'il y a oui, il y a 2 personnes qui nous ont contactés 1 an après en nous disant merci parce que grâce à vous, on s'est mariés. J'ai rencontré l'âme sœur lors de cette journée et pour moi, c'est un vrai cadeau de la vie. Et donc, je me suis dit, voilà, on ne peut pas rester sur cette journée qui a été super. Il faut qu'on fasse quelque chose de plus grande ampleur et surtout que ça soit accessible à tout le monde parce qu'on était excentré. Le Larzac, c'est quand même pas à côté. Il n'y a pas de navette qui nous emmène là-bas. Pour monter à Cantercel, le chemin aussi, il est un petit peu complexe. Donc du coup, on s'est dit, il faut absolument le faire à Montpellier. Et donc la deuxième année où tu étais présente, on l'a fait à Montpellier et on est passé de 600 visiteurs à 9000 visiteurs. Fabuleux. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur puisque j'étais bénévole donc dans l'équipe et je dois avouer que j'ai été émerveillée. J'ai pu aussi prendre le temps de venir en festivalière aussi et effectivement constater en voyant les gens. Alors, il y avait, moi, ce qui m'a énormément touchée, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes couples avec des petits enfants. C'est vrai. Donc ça laisse présager quelque chose d'extrêmement positif parce qu'on voit que les jeunes, donc trentenaires ou quadras avec des jeunes enfants, sont très sensibilisés à ça. Il y avait aussi, alors ça m'a beaucoup touchée aussi, lors des conférences, il y avait beaucoup d'enseignants, mais vraiment en souffrance. Ça, alors on l'entendait et on le voyait, il y avait vraiment beaucoup de souffrance de la part des enseignants dans le domaine de l'éducation nationale. Voilà, et après, effectivement, une richesse de propositions, que ce soit au niveau des stands, des conférences, des activités pour les enfants, de sensibilisation, de la nourriture aussi. Alors évidemment, je sais que là, il va y avoir des modifications parce qu'il y avait des bouchons énormes, Ouais. on avait tous faim et on a pu manger, mais c'est vrai qu'il y avait des queues. Ouais. Mais voilà, tout ça va se bonifier Ouais. au fur et à mesure. Donc, ce festival s'est bien passé. Donc, il se reproduit, il se refait finalement au même endroit. Exactement, au château de Flaugergue, pour ceux qui connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas, c'est à 10 minutes du tram Odysseum, pour ceux qui sont de Montpellier. Alors, le côté pratique, c'est qu'on peut venir en avion, on peut venir en train, on peut venir en tram, on peut venir en voiture, on peut venir à pied, en roller, en skateboard, comme vous voulez, en vélo. Donc, du coup, c'est devenu quand même beaucoup plus accessible. Effectivement, là, cette année, on va s'améliorer. Ce qui est très sympa, c'est que post-festival, on a envoyé un questionnaire de satisfaction avec plein de questions justement pour qu'on puisse s'améliorer, parce qu'on a bien vu aussi là où ça pêchait. Donc il y a quand même des choses qui sont sorties. L'alimentation, on faisait partie, donc il y aura plus de food truck. Et d'un autre côté, ce qu'il faut savoir, c'est que nous-mêmes, on a été surpris de l'envergure que ça a pris. Je me répète, on est passé de 600 personnes à 9000 personnes. C'est gigantesque. Et donc on ne pensait pas, même si on a mis toute l'énergie pour, parce qu'un de nos objectifs, c'était quand même de ramener entre 6000 et 9000 personnes, on ne s'attendait pas non plus à ce que notre objectif devienne réalité. Oui, d'ailleurs, je dois dire aux auditeurs de RPH, et d'ailleurs, on ne sait jamais, qu'on peut trouver donc des images sur ta chaîne YouTube. Tout à fait, oui, sur la Donc, chaîne Néo Bien-être. voilà, on Ouais. peut s'abonner et du coup, il y a des images, des comptes rendus. On peut se rendre compte aussi de la fréquentation des conférences. C'était assez impressionnant Ouais, de ouais. voir tout ce monde-là présent. Et alors, moi qui suis très sensible au transgénérationnel, il y avait tous les âges. Tout ça, vraiment Ouais. amenait vraiment beaucoup de bonheur, de joie. C'était super. Donc, au sein de ce festival, on retrouve donc effectivement des propositions donc, de thérapeutes de bien-être. Il y a aussi toutes les propositions d'écoles et de méthodes alternatives, de la littérature, donc les conférences, j'en ai parlé. Il y a aussi une partie un peu plus festive avec du concert, du spectacle. Exactement, oui, bah, c'est un festival, hein, donc dans le festival, il y a festif.
Donc il y aura 2 concerts encore là cette année, donc vendredi soir et samedi soir. Sur place, il y a des animations et des spectacles pour les enfants et pour les adultes. Il y a 150 exposants qui sont là pour proposer des solutions justement pour mieux accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Tu le soulignes très bien. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que 90% de la population est OK pour que ça change, que ce soit les enseignants, les parents ou les enfants les premiers, quoi. Donc effectivement, il y avait beaucoup d'enseignants et qui sont dans un mal-être parce qu'eux-mêmes se sentent enfermés dans un système. Il y a 26 conférences sur place, donc avec toutes des thématiques très différentes, mais autour de l'éducation, justement pour semer des graines, inspirer des gens, générer des déclics. Ce festival, pour moi, il a avant tout une zone de rencontre qui est incroyable. Cette année, on attend 12 000 personnes, et c'est 12 000 personnes qui viennent de la France entière, tous animés de la même chose. Et c'est juste extraordinaire pendant 3 jours de se retrouver avec 12 000 personnes, tous animés de la même chose. Donc ça crée il y a plein de possibilités. Donc rien que pour ça, à mon sens, si on est déjà dans cette dynamique d'un nouveau changement, d'apporter plus de bon sens dans notre vie, peut-être d'avoir une alimentation différente, un système de santé différent, un système d'éducation différent, il faut venir dans ce type d'événement. Là, on parle du festival, mais il y a plein d'autres événements qui fédèrent comme ça des acteurs et des gens qui sont tous dans la même direction. Alors pour terminer avec le festival, et on passera après à d'autres manifestations que vous organisez au sein de Néo Bien-être. Alors je dis vous parce que vous êtes quand même plusieurs au Oui, sein on est de... 6, ouais. Voilà. Il y aura un appel à bénévolat encore cette année? Bien sûr. Ah bah oui, oui. Un peu plus étoffé Bon, ou, a priori, on ou va rester, identique? c'était déjà beaucoup, hein. Il y avait entre Il y avait 60 et 70 bénévoles hein, quand même. Donc, sur 3 sur jours 3 jours, d'installation? exactement, Non, ouais. sur Non, là, c'était, l'installation et les 2 jours c'est de, ça. Ouais. de Donc festival. oui, on va rester à peu près dans les mêmes chiffres. Ouais. D'accord. Donc là, ça passera par, par le site, par Oui, Facebook, par... voilà. Donc sur Facebook, on va en parler à un moment donné, mais pas pour tout de suite. Mhm. Donc j'imagine que ce sera à partir du mois de juin qu'on va D'accord. commencer à en parler. Sinon, sur le site internet du festival, il y a une rubrique bénévolat où les gens peuvent déjà s'inscrire s'ils souhaitent participer. Et puis il y aura une personne donc, qui sera attitrée pour ça, qui va chapeauter tous les bénévoles et préserver cette énergie qui est juste magique. Fabuleux. Donc, tu as parlé aussi de vélo, yoga, méditation. Oui, Donc ça, c'est venu finalement naturellement aussi, mais c'est du voyage sur la France, hein, sur le territoire français. on le fait à l'étranger aussi. D'accord. Ouais, ouais. Alors, c'est pas venu comme ça. C'est venu autour d'un documentaire que je réalise depuis 3 ans qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? J'avais pris Paris à l'époque, c'était une vraie découverte pour moi de traverser une partie de la France à vélo. Et j'avais pris comme option de faire Nantes jusqu'à Biarritz en vélo. Et j'ai proposé à des internautes de m'accompagner dans ce trajet parce que mon objectif c'était d'interviewer des gens en vélo pendant tout ce trajet qui a duré 900 km. C'est quoi le Et 10 bonheur jours. pour vous? Exactement. Et le deal, c'était qu'ils viennent avec une caméra et qu'ils interviewent 3 personnes par jour sur notre trajet. Donc on est ressorti avec 300 interviews de la population. Et à l'issue de cette semaine, qui a été juste merveilleuse humainement parlant, on était portés par le bonheur, j'ai vu des transformations s'opérer auprès des gens qui participaient, mais à tous les niveaux, psychologiques, physiques, plein de choses, leur mode de pensée. Alors on était portés une fois de plus par le bonheur, donc je crois que ça a participé. Mais bon, en ressortant de là, je me suis dit, c'est pareil, on ne peut pas rester là-dessus. Il faut que cette aventure qu'on a vécue puisse bénéficier à d'autres personnes. Et comme j'aime bien le yoga et la méditation et que quand on est différent, ben, on utilise notre cerveau différemment, donc je fais des liaisons et des ponts assez facilement, je me suis dit, tiens, on va faire des séjours vélo, yoga et méditation En France en et à France et à l'étranger. l'étranger. D'accord. Donc toi-même, tu es sur le vélo, tu Exactement, animes? c'est moi l'accompagnateur et donc on est des groupes de 12 personnes, donc il y a 11 personnes qui sont avec moi. J'essaye de faire en sorte que ce soit intergénérationnel et qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Et pour tous ceux qui ont participé, là on a déjà fait au moins 6 séjours, je crois, de mémoire. Pour tous ceux qui ont participé à ces séjours, ce qu'ils retiennent et ce qu'ils disent souvent, parce que j'aime bien, tu sais, faire une espèce de débriefing, ça leur redonne foi en l'humanité et ça leur redonne confiance en eux, mais puissance 10. C'est-à-dire qu'ils n'estiment pas qu'à un moment donné, c'est comme s'ils se challengeaient finalement ces gens quand ils viennent, avec des challenges qui sont très différents. Mais dans tout ce qui ressort de la semaine, c'est comme s'ils étaient vraiment dépassés, peu importe ce que c'est. Peut-être parce qu'ils s'étaient dit, tiens, je vais être dans un groupe, j'ai jamais vécu une semaine en groupe. Qu'est-ce que ça donne? Pour d'autres personnes, c'est peut-être l'esprit sportif. Tiens, faire 50 km par jour à vélo, est-ce que je vais pouvoir le faire?
Pour d'autres, c'est tiens, je suis jamais sorti des clous, j'ai toujours été dans les vacances en posant ma serviette au Club Med, et là je vais sortir totalement de ma zone de confort, qu'est-ce que ça va donner? Donc chacun avec ses objectifs. Et donc ils ressortent de là ultra bonifiés en se disant bon bah je m'inscris pour l'année prochaine. Et concrètement, il faut avoir une capacité physique ou tu choisis un terrain relativement praticable par tout le monde? Alors oui, en fait c'est vraiment accessible à tout le monde, hein. On fait 50 km par jour, donc ça peut paraître beaucoup pour les Mm. gens qui ne pratiquent pas le vélo, mais en vélo c'est vraiment pas beaucoup. Faut partir du principe que c'est bien de s'entraîner avant de partir, mais ça c'est que du bon sens pour préparer les fesses et les jambes. Le yoga, la méditation, c'est accessible aux débutants, donc c'est pas un stage de yoga, hein. On intègre le yoga et la méditation parce que ça se marie très bien. Et comme c'est en été, vous faites ça à l'extérieur? Et on fait, bah, évidemment, bien sûr. Fabuleux. Et donc, non, ça ne nécessite pas d'avoir un. C'est pas des sportifs de haut niveau qui viennent. La moyenne d'âge, c'est la cinquantaine. Et comme je te le disais, c'est intergénérationnel. La dernière fois, on avait un couple de 89 ans, quand même, qui est venu avec nous. Et sur des distances où on a fait quasiment 400 à 500 km dans la semaine. Tu vois. Donc, voilà. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même s'entraîner avant de partir. On ne peut pas partir les mains dans les poches comme ça. Et voilà. Enfin, moi, je te souhaite vraiment de, si c'est pas avec nous, de vivre cette expérience. Parce que moi, j'ai découvert ça il y a C'est 3 ans. tentant. Et vraiment, de partir en vélo, ça change beaucoup de choses. Donc concrètement, la proposition, c'est une fois par an, 2 fois par an, On fait 2 séjours par an, en été, en été, voilà, au mois de juillet, août. alors au mois de mai. Donc là, il y a une destination au mois de mai, c'est du 20 au 27 mai, on part dans la vallée du Lot. Et après, du 5 au 12 août, on sera en Bourgogne. Donc là, cette année, on en fait 2. Habituellement, on en faisait 3 jusqu'à présent. Et l'année prochaine, 2018, on a déjà fait les séjours. Donc il y en aura 2 dans le Luberon et 1 en Allemagne. D'accord. Et toujours sur le site, donc, pour pouvoir avoir les informations et s'inscrire. On va dans le site de neobienêtre.fr et là, il y a une rubrique actualité. On retrouve les séjours vélo, yoga et méditation. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations que vous organisez avec Néo Bien-être ou d'autres Oui, propositions? Il y a du speed dating, je crois. exactement. Oui, on fait ça depuis 5 ou 6 ans. Donc, c'est des rencontres interthérapeutes et professionnels du bien-être. On fait ça dans 17 villes. On fait ça aussi en Suisse, en Belgique, en Angleterre et au Canada. L'idée, c'est de partir du postulat que les professionnels sont tous complémentaires, parce que déjà humainement parlant, on est complémentaires dans nos qualités, et de leur dire, voilà, essayez de vous rencontrer, et puis essayez de créer de la synergie entre vous, plutôt que de travailler chacun de votre côté. On commence tout doucement à intégrer des particuliers, dans l'idée aussi qu'ils puissent rencontrer tous ces professionnels qui sont dans cette dynamique justement d'échange et de partage, parce que tout le monde n'est pas forcément dans cette dynamique. Et puis il y a ce fameux documentaire dont je te parle qui me tient à cœur, qui m'amène, je pense, à avoir fait au moins 2 fois le tour de la planète, à interviewer plus de 1500 personnes, autour d'une question qui est pour moi fondamentale, c'est quoi le bonheur pour vous? Et qu'est-ce que tu vas faire de tout ça, de tous ces documents, de toute cette matière? Il y a beaucoup, hein. Donc j'étais parti dans l'idée de faire un 52 minutes, on va en faire un 60, Un 70... film? Ouais, un film, ouais. On va en faire un 60-70 minutes pour qu'il puisse être projeté au cinéma. Et je pense qu'avec tous les rushs qu'on a, il y a matière à faire une trilogie. Donc on fera sûrement une trilogie. Qui sont tes interlocuteurs? Il y en a plein, plein. Là, C'est dernièrement, Monsieur Lambda, Madame Lambda, et voilà. aussi donc... Alors les premières années, la première année, ça a été, comme on dit, Monsieur et Madame Lambda, donc la population partout en France, parce que j'ai la chance de me balader aussi partout en France. Et puis là, depuis 2 ans, je m'attarde sur des personnalités, sur des écrivains, des philosophes, des scientifiques, des personnes qui ont consacré toute leur vie à un domaine d'activité. Donc je me dis, ces personnes-là, elles ont forcément aussi un point de vue très intéressant quand on part en plus du postulat que 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Donc là, voilà, je suis plus dans une recherche de ces personnes qui consacrent à un moment donné toute une vie. Un peu où on parlait de Frédéric Lenoir, il a consacré une grosse partie de sa vie à étudier les religions, mais aussi le bonheur. Pour moi, ça, c'est des Il a personnes... commencé tôt, il a eu cette chance de prise Il a- de conscience très tôt. Exactement, oui. Et ce que je remarque, c'est que progressivement, on met ces interviews en ligne sur notre chaîne YouTube. Et une fois de plus, chose auquel je ne m'attendais pas, on reçoit beaucoup de mails et de commentaires de personnes pour qui ça a généré un déclic et pour qui ça a changé leur vie. Et ça, pour moi, c'est cadeau parce que c'est ce qu'on fait depuis 14 ans, c'est de semer des graines et d'inspirer les gens. Et là, avec ces vidéos, ben, voilà, on continue notre idée d'inspirer les gens. Voilà. Super, c'est un peu la dynamique de cette émission, en quête oui. de sens, de pouvoir effectivement aider modestement
à faire le premier pas. C'est toujours, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est un grand écart entre quitter la sécurité d'un emploi, bon, ce qui évidemment va se perdre au fur et à mesure, hein, le CDI c'est quasi terminé, mais du coup c'est vrai que s'écouter, faire en fonction de ce que l'on est et du coup de ces champs de possibles, ça fait toujours peur et c'est vrai que la famille a plutôt tendance à nous retenir ou la société, voilà. Et du coup, Julien, c'est quoi le bonheur pour toi? Alors, moi, j'ai prévu de donner ma réponse à la fin du documentaire. Ceci dit, je peux dire une chose que, euh, que j'ai appris là, avec toutes ces interviews, c'est que le bonheur, ça s'apprend. Et ça, je ne soupçonnais pas qu'on puisse apprendre le bonheur. Donc, il y a des outils à mettre en pratique dans notre quotidien qui sont pas si nombreux que ça, mais qui, un peu comme tout, nécessitent une récurrence. C'est-à-dire, plus on va les mettre en place tous les jours, et plus progressivement on va tendre vers le bien-être ou vers le bonheur. Tout dépend de la définition qu'on y donne. Il y a certains interviewés qui font une connexion entre bien-être et bonheur, d'autres qui dissocient le bien-être et le bonheur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'apprend. Et donc, il y a quelques outils, mais on en a parlé vaguement là, j'allais dire au téléphone à l'interview. Euh, faire du sport. Faire du sport, c'est vraiment très important parce qu'on a besoin d'éliminer nos toxines. Ça nous permet aussi de nous recentrer, de nous ancrer. Donc peu importe le sport, hein, ça peut être du vélo, un art martial, du ping-pong, ce que vous voulez. Mais avoir une activité physique, c'est très important. La méditation, on peut considérer que c'est à recommander dès l'école. Et une alimentation. Alors ça peut paraître tellement simple ce que je dis, faire du sport, bien manger et méditer, que j'aimerais savoir qui le met en pratique tous les jours, c'est-à-dire mettre en place une espèce de rituel dans sa vie en faisant vraiment attention aux produits que je vais sélectionner, que je vais manger. Donc ça nécessite de discuter aussi. Ça nécessite de plus forcément acheter dans les grosses chaînes, mais plutôt d'aller voir des producteurs ou des AMAP ou peu importe, mais d'être plus dans le contact et d'essayer de comprendre c'est quoi les produits qu'on nous donne, d'où ils viennent, c'est quoi le circuit, est-ce qu'ils sont vraiment frais, ils ont été cuits quand, etc. Donc il y a tout un déconditionnement alimentaire. Donc se réapproprier le pouvoir et Oui, donc le pouvoir de choisir. mais complètement. Et puis bah, le sport, oui, c'est pareil, ça paraît tellement évident. S'il y a des personnes qui n'ont jamais pratiqué un sport et qu'on les pousse progressivement à se mettre à une activité physique qui résonne en eux, mais en l'espace de quelques mois, ils voient tout de suite la différence. On se sent mieux, on respire mieux, on est plus en forme. Et tout ça, c'est très logique, quoi. Par contre, la difficulté pour beaucoup, c'est de passer à l'action, ce fameux premier pas, et de mettre en place les choses. Exact. Est-ce que tu as des lectures à nous conseiller? Oui, on parlait de Frédéric Lenoir. Je trouvais, enfin, il y a quelques livres qui m'ont inspiré, mais il y en a un qui me vient surtout à l'esprit, c'est L'âme du monde. Je trouve que c'est vraiment un très beau livre. Je parlais aussi de La prophétie des Andes. Ça a été un très très bon livre. Il y a aussi Le guerrier pacifique. Oh, Ouais, magnifique. un très très bon livre. Ils en ont fait une adaptation, Oui, mais qui est un peu moins bien, je il n'y a trouve. pas de version française, c'est bien dommage. Pour ceux C'est qui ne ça. parlent pas anglais, il n'y a que la version originale. Très bon livre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Le moine qui vendit sa Ferrari aussi, qui est très puissant. Euh, Après, moi, je me suis intéressé au mécanisme humain, à essayer de comprendre la psychologie humaine. Et il y a un livre qui a retenu mon attention, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, qui est pour moi la Bible des entrepreneurs. S'il y a une personne qui a envie de se lancer, mais qu'elle lit ce bouquin, Réfléchissez et devenez riche. Et après, j'ai étudié la synergologie, c'est-à-dire l'étude gestuelle quand on discute. Voilà. Ça, c'est voilà. Et l'énéagramme aussi, l'énéagramme très intéressant. Qu'est-ce que c'est? L'énéagramme, bah, alors c'est assez bluffant. Ils ont fait un profil type de 8 personnes, en gros, donc 8 énéatypes. Et quand tu lis les énéagrammes, et à un moment donné, tu tombes sur ton profil, mais ça te correspond à 200%. Donc c'est très, très, très étonnant. Et l'intérêt, c'est qu'il t'explique comment tu fonctionnes ou comment la personne qui est en face de toi fonctionne, quand elle est stressée, quand elle est heureuse, quand elle est en mode communication, quand elle est triste, quand elle est dans une société, etc. Donc c'est un outil qui nous permet de mieux comprendre et de mieux interagir avec les gens, notamment dans le monde de l'entreprise. Moi qui créais une entreprise à l'époque, c'était important aussi, à mon sens, de bien comprendre les mécanismes humains. Si je te dis Pierre Rabhi, en quête de sens, qu'est-ce qu'on attend demain, l'éveil de la permaculture? Ça te parle? Je crois que la Ah oui. permaculture, ça te touche beaucoup. Ah bah la permaculture, oui, ça a été une découverte il y a 2 ans. Donc j'ai passé un diplôme, je me suis formé en permaculture parce qu'on veut l'appliquer dans les cadres de l'école de la vie qu'on est en train de créer.
Parce que je rejoins complètement ce que dit Pierre Rabhi. Alors, donc, il faut mettre une définition, hein. Lui, il parle d'agriculture en disant que si on change l'agriculture, on change la planète. En permaculture, peut-être qu'on ne fait pas de l'agriculture, peut-être qu'on fait plus du jardinage ou autre chose, mais je trouve qu'il a vraiment raison. On change complètement la face de notre société, au même titre que l'éducation, finalement. Donc, Pierre Rabhi, je lui dis merci vraiment pour tout ce qu'il fait. Le film Demain, on peut que les remercier aussi parce que ça contribue à réveiller aussi des gens, à générer des déclics. En gros, ils sèment des graines aussi. Et puis là, je crois qu'ils ont fait 1 million d'entrées, donc c'est colossal. Ils sont même exportés au Canada et dans d'autres pays, donc c'est juste parfait. Qu'on continue à avoir des initiatives comme ça. Moi, ce que je dis, si on fait une parenthèse par rapport à demain, c'est super ce qu'ils ont fait parce qu'ils mettent en lumière quelques exemples, et je dis bien quelques exemples de ce qu'on peut faire, en tout cas de faire différemment. Et la réalité du terrain, c'est qu'il y a des millions et des millions de personnes qui se bougent partout dans le monde. Moi, j'ai la chance de me balader partout dans le monde et donc je le vois. Il y en a plein. Et quand je dis des millions, je mâche mes mots. Et donc, ce qui est bien, c'est que demain, elle l'a mis en lumière, mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y en a des millions derrière qui font la même chose avec des initiatives très différentes, avec des énergies très différentes, mais dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens positif de notre planète et pour les humains. Donc, tout ça, oui, ça me parle. Quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Il fait beau, c'est super. On est dans le studio de RPH. Et donc, l'émission va se terminer sur ces très, très, très belles paroles. Et je te remercie, Julien. Merci, Valérie. Vraiment, Merci. vraiment, parce que je sais que tu bouges beaucoup, que tu as des plannings bien remplis. Et merci d'être venu ici dans le studio de RPH. Avec grand plaisir. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous invite à noter les dates de ce beau festival, l'École de la Vie, qui prend ses quartiers le 22, 23 et 24 novembre 2007 au château de Flaugergues à Montpellier. Vous pouvez évidemment avoir toutes les infos sur le site Néo Bien-être. Encore mieux, sur le site du festival. Sur le site du festival aussi, sur le Facebook. Je remercie chaleureusement Solène à la technique. Et en attendant de se retrouver le dimanche 9 avril pour la prochaine émission, je vous invite toutes et tous à prendre soin de vous. À bientôt.